Vous êtes né le 2 mai 1953 à Villeurbanne. Depuis votre plus tendre enfance, vous avez toujours voulu être avocat et vous avez prêté serment en 1976. Vous êtes associé fondateur du cabinet Jakubowicz et Malegui Associés à Lyon, dont les activités dominantes concernent le droit commercial, le droit pénal des affaires, l'arbitrage, le droit de la presse et le devoir de mémoire pour la Shoah. En 1987, vous participez au procès de Klaus Barbie pour crime contre l'humanité devant la cour d'assises du Rhône à Lyon. En 1994, vous participez au procès de Paul Touvier. En 1997, vous participez au procès de Maurice Papon devant la cour d'assises de Gironde à Bordeaux. Et vous serez l'un des avocats de Karim Benzema en 2016 dans l'affaire dite de la sextape. Vous avez aussi une petite carrière politique en tant que délégué aux droits de l'homme de 1989 à 1995 lors du mandat de Michel Noir. Vous possédez aussi de nombreux engagements associatifs, comme cofondateur du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon. Vous avez été président du Conseil représentatif des institutions juives de France-Rhône-Alpes de 1995 à 2004, ou encore président de la LICRA de janvier 2010 à octobre 2017. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive et vous êtes présent sur d'autres fronts. Maître, à vous l'honneur. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'abord au Cercle Convergence. Il faudra m'expliquer la convergence du cercle, mais c'est pas le sujet là. Merci de cette invitation. D'ailleurs, est-ce une invitation? J'ai le sentiment d'être à la maison. Je suis ici chez moi et je suis heureux de retrouver mon université, celle qui m'a formé. Il y a maintenant, ce n'était pas indispensable de rappeler les années, mais enfin bon, je l'ai fait. Il y a maintenant quelques années. Et je suis surtout heureux de retrouver une belle université. Pardon de ce petit insert, mais il fut un temps, malheureusement il y a quelques années, où elle était moins belle, où elle avait été salie par une infime minorité. Et je suis heureux et fier que mon université soit sortie de tout cela, grâce à son encadrement, grâce à ses présidents, grâce à ses professeurs, grâce à ses étudiants. Et je suis vraiment heureux de retrouver cette université. Et pardonnez-moi, même s'il est question de rencontres intergénérationnelles, ce n'est pas ainsi que je viens vous rencontrer aujourd'hui. Je me sens étudiant aujourd'hui, comme je souhaiterais que vous vous sentiez avocat. Je veux également, d'abord vous remercier, montrer l'intérêt que vous portez à cette intervention aujourd'hui, c'est montrer au-delà de ce dont je vais parler, l'intérêt que vous portez à la société, au problème auquel nous sommes tous confrontés comme citoyens, et cela je le trouve heureux. Vous décidez tous à des carrières que je vous souhaite brillantes. Il y a une chose que j'ai l'habitude de dire aux étudiants lorsque j'interviens dans les universités et ailleurs, c'est intéressez-vous à autre chose. Ne soyez pas monoproduits. Intéressez-vous au monde dans lequel vous vivez. Quelle que soit la façon dont vous y intéressez, par la voie associative, par la voie politique, par la voie que vous voudrez. Mais c'est sans doute le remède pour durer, de vous intéresser aux autres, de vous intéresser au monde dans lequel vous vivez, à la société dans laquelle vous vivez, dans le pays auquel vous vivez, dans la ville dans laquelle vous vivez. J'ai simplement un petit regret aujourd'hui, mais ça rentre dans le sujet, c'est qu'il ait fallu un numerus clausus pour cette rencontre, qu'il ait fallu qu'on contrôle vos sacs avant que vous rentriez ici. C'est malheureusement un signe des temps et de notre société. Personnellement, je ne m'y résous pas, même si je salue évidemment le travail de ceux qui, que les choses soient claires, je ne critique en aucune façon, mais je n'arrive pas à me résoudre à cette société-là qui porte atteinte finalement à nos libertés individuelles et qui fait que de mon temps, dont on rappelait les époques, s'il y avait eu ce type d'intervention dans l'université, il y aurait des dizaines d'étudiants qui seraient assis sur les marges, d'autres qui seraient debout. Voilà, cela vous est interdit et je le regrette pour vous, je le regrette pour nous et je le regrette pour notre société. Voilà pour cette introduction.
Non, je veux encore vous dire autre chose. Parce que je sais, parce que les responsables du Cercle Convergence m'en ont parlé, qu'ils ont reçu à l'occasion de l'organisation de cette rencontre, qui ne se veut certainement pas une conférence, en tout cas pour ce qui me concerne, ils ont reçu des tas de messages, des messages d'insultes, des menaces, les bras m'en tombent. Inviter un avocat au sein de l'université pour venir vous parler d'un phénomène de société, d'un sujet de société, et susciter peut-être effectivement des critiques qui sont audibles, qui sont admissibles, qui sont même nécessaires. Mais si vous voyez, puisque nous allons peut-être, et peut-être est-ce une des raisons de votre présence massive aujourd'hui liée à une certaine actualité, moi je ne veux pas en parler de cette actualité. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas l'actualité. Le sujet, c'est l'état de notre société. L'état de notre société qui fait que des étudiants qui organisent ce type de manifestation se voient insultés, se voient menacés. Et je ne vous parle pas de la poubelle qui est devenue cette petite chose en ce qui me concerne, des menaces, la dernière étant de me souhaiter devenir tétraplégique, tout simplement parce que je fais mon métier de défendre et d'être avocat. Donc c'est sous ces auspices-là que je veux placer notre rencontre. D'abord dans la communication, qui encore une fois ne se veut absolument pas une conférence, mais simplement une rencontre avec vous et de vous donner mon analyse de la situation, du mal sociétal auquel nous sommes confrontés, mais évidemment ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, en tout cas pour moi, et j'espère pour vous, si en retour, je n'avais pas vos questionnements, vos observations et votre propre perception des sujets que nous allons maintenant traiter. Alors après cette longue introduction, venons-en au sujet. Défendre l'indéfendable. Alors je n'oublie pas que cette université enseigne également la philosophie, je crois, et la première question qu'on pourrait se poser quand on parle de défendre l'indéfendable, est-ce que c'est un oxymore? Défendre l'indéfendable, est-ce que c'est une antithèse? Rendez-vous dans 4 heures, je viendrai ramasser les copies. C'est effectivement un sujet qui effectivement peut être intéressant, et c'est la raison pour laquelle je voudrais d'abord, parce que vous ne l'avez pas rappelé, moi en tout cas j'ai vu l'invitation, le sujet qui m'était proposé, défendre l'indéfendable, avec ce complément, la mise à l'épreuve de la déontologie de l'avocat. La mise à l'épreuve de la déontologie de l'avocat. Alors tout de suite je me pose la question, qu'est-ce que la déontologie de l'avocat vient faire dans défendre l'indéfendable? Y a-t-il des barrières, des recommandations, des éléments qui peuvent borner notre sujet? Est-ce que la déontologie de l'avocat fixe les limites du défendable et de l'indéfendable? Alors évidemment, je me suis reporté à nos textes fondamentaux sur le sujet, et en l'espèce, il s'agit du règlement intérieur national, c'est-à-dire un règlement national qui régit en fait les règles auxquelles un avocat, tout avocat qui a prêté serment, se trouve soumis. Alors il y a un paragraphe dont je veux vous donner la lecture, parce que c'est de ce paragraphe que sera issu le serment que j'espère vous serez nombreux à prêter un jour, le serment d'avocat, qui s'appelle « Respect et interprétation des règles ». Pardon de cette lecture, mais je crois qu'elle s'impose. Pour être dans le sujet, les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. Bien. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité dans le respect des termes de son serment. Voilà, bien avancé. Il respecte en outre dans cet exercice les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve à l'égard de ses clients de compétence, j'espère, de dévouement, de diligence et de prudence. Alors, quel est le terme à retenir dans tout ça? Évidemment, c'est le terme de conscience. L'avocat exerce ses fonctions avec conscience. Qu'est-ce que la conscience pour l'avocat? Ça va nous ramener à une notion qui dépasse le cadre de l'avocat, qui est la clause de conscience. L'avocat est sans doute, notre profession est sans doute la dernière profession libérale. Qu'est-ce que c'est qu'une profession libérale? Une profession libérale, c'est la profession qui a le pouvoir de dire non. Je n'accepte pas, je refuse. Vous voulez me confier votre dossier, je ne le prends pas. Je ne le prends pas pour différentes raisons. D'abord, je ne suis pas compétent dans cette matière. Et donc l'avocat a aussi cette humilité parfois. Ça peut être également un conflit d'intérêts.
j'ai été l'avocat de votre adversaire, je connais votre adversaire, la loyauté la plus élémentaire, comme les règles déontologiques imposent, là on n'est pas dans la conscience. La conscience dans le pouvoir de dire non, c'est vous me confiez cette cause, et moi j'estime ne pas pouvoir remplir mon mandat d'avocat avec tous ces qualificatifs élogieux que je viens de rappeler, je ne serai pas celui qui vous défendra le mieux. Alors ça peut concerner plein de sujets. Ça peut être par exemple un avocat qui pour des raisons politiques et sociales décide qu'il ne défendra jamais un patron. Ça existe. Pourquoi pas? La clause de conscience dira l'avocat refusera de défendre un patron, parfois un salarié, et surtout, s'il travaille dans un cabinet, il pourra opposer cette clause de conscience à son, entre guillemets, patron. Ça va très loin chez l'avocat, et j'en suis très heureux que cette clause de conscience s'impose également aux avocats salariés. Je suis devant des juristes, donc je veux aussi parler de cela, et je crois être dans le sujet sur la clause de conscience. Vous savez que ce qui qualifie le salariat, c'est le lien de subordination. Un avocat libéral n'est pas dans un lien de subordination, vous allez être collaborateur dans un cabinet d'avocats, vous n'aurez pas de lien de subordination, vous êtes avocat. Vous travaillez dans un cabinet, pour un cabinet, mais vous êtes avocat et vous avez une plénitude de... Et moi, si je demande à un collaborateur du cabinet de s'occuper d'un dossier et qu'il me dit non, je le refuse pour telle et telle raison qui sont liées à ma clause de conscience, aucun problème. C'est également vrai, ce qui est rarissime pour un avocat salarié, c'est-à-dire que cette clause de conscience va être plus forte que le lien de subordination. Et je tiens à le souligner parce que cette notion de clause de conscience est extrêmement importante. Ab initio, l'avocat est guidé par sa conscience. On va y revenir dans quelques instants. Indépendamment évidemment de toutes les règles que j'ai également rappelées. Et je voudrais, pour fixer les limites de cette conscience, vous citer, je le ferai sans doute à plusieurs occasions dans mon exposé, une expérience personnelle. J'étais jeune avocat et j'ai été, je ne me souviens plus du cas précis, ça fait de nombreuses années, j'étais confronté à un problème qui m'interpellait au niveau de ma conscience. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ce que l'on fait en pareille circonstance, je suis allé voir le bâtonnier ou un bâtonnier, je ne me souviens plus très précisément si c'était le bâtonnier en exercice ou un autre bâtonnier, peu importe. Et je suis allé lui exposer mon problème. Monsieur le bâtonnier, voilà, je suis un jeune avocat, je suis confronté à cette difficulté, que faire? Et ce bâtonnier, qui m'avait fort bien reçu, m'avait donné tout le champ du possible. Voilà les solutions qui s'offrent à vous, voilà les solutions qui s'offrent à vous, qu'il m'avait très clairement exposées. Et évidemment, ma question a été de dire « Merci, monsieur le bâtonnier, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Et cette réponse, et c'est cette réponse qui m'a marqué, qui va d'ailleurs guider un peu toute ma carrière, et qui est tellement vraie. Le bâtonnier m'a répondu « Mon jeune ami, l'avocat est un homme seul. L'avocat est un homme seul. » Quand vous venez de prêter de serment, vous avez 20 et quelques années, parce qu'à l'époque on prêtait serment beaucoup plus jeune que maintenant, c'est vrai que je lui dis merci monsieur le bâtonnier, bon. Et me revoilà face à ma conscience. Avec effectivement un éclairage du bâtonnier qui me dit voilà le champ du possible. Maintenant mon vieux, voilà, tu es un homme seul. Et tu prends ta décision en grande personne. Alors, à partir de là, si on veut confronter cette introduction que je viens de vous faire avec cette notion de conscience qui est absolument essentielle au sujet qui nous occupe, défendre l'indéfendable. D'abord, je vais poser un postulat qui est en fait un truisme, enfin, je l'espère, pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, en tout cas dans l'état de droit qui est le nôtre, dans la démocratie dans laquelle nous vivons, et qu'évidemment tout le monde vous assénera comme une vérité imparable, même les salauds ou les idiots qui m'envoient des mails en me disant que défendre un homme indéfendable est un scandale, mais évidemment, on commencera toujours par vous dire « tout homme mérite d'être défendu ». Au même titre qu'on vous dira toujours « présomption d'innocence », évidemment en souillant immédiatement cette présomption d'innocence. Tout homme, donc, a le droit d'être défendu. Je dirais même, et là c'est l'avocat qui parle, et c'est mon point de vue, que ce sont précisément ceux qui sont le plus indéfendables qui ont le plus besoin d'être défendus. Et ça, je tiens à le dire parce que c'est ma conviction profonde que c'est ça l'état de droit. C'est ce qui va faire la différence entre
une société dans laquelle des règles sont établies, et ces règles étant évidemment établies pour tout le monde, étant entendu également que ces règles sont les mêmes pour tout le monde. Et je voudrais là revenir, parce que je suis quand même dans une fac de droit et je m'adresse à des juristes, revenir à un certain nombre de principes de droit absolument fondamentaux. C'est absolument indispensable pour saisir réellement notre sujet. D'abord, allons aux lois nationales, bien sûr, mais supranationales, et partons de l'universel. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'elle prescrit? Une égalité de tous les citoyens devant la loi. Attention sur la définition de citoyen. Entendons, et je veux entendre dans le terme de citoyen, le terme de justiciable. Sinon, on pourrait entendre que les non-citoyens n'auraient pas les mêmes droits que les citoyens. Entendez par citoyenneté, évidemment, la nationalité, tout ce qui va avec la citoyenneté. Évidemment, il n'est pas question de cela. Et je fais référence d'ailleurs à l'origine même de la Convention de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça ne date pas d'hier, ça vient de la Grèce antique, ça vient d'Athènes, 5 siècles avant Jésus-Christ, qui édictait déjà cette règle essentielle dans toute vie en société, l'égalité de tous face à la loi, et évidemment face à la justice. Alors traduit dans le langage d'aujourd'hui, là encore, je considère être dans le sujet, surtout devant des juristes, c'est un certain nombre de principes immuables. Mais évidemment, à partir du moment où ils sont immuables, évidemment, ils s'appliquent à tous. La première notion dont vous entendez tous parler, l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est évidemment le droit à un procès équitable. Cette notion d'équité du procès, vous savez qu'elle se décline en plusieurs thèmes, le délai raisonnable, mais surtout une chose essentielle, être jugé par un tribunal indépendant et impartial, qui que vous soyez. Et ce n'est pas un vain mot de dire cela, parce que vous savez, et vous le savez, c'est pour ça que je vous demande et vous invite à vous intéresser à autre chose, ce n'est pas universellement reconnu. Dans bien des pays, certains pas très éloignés de notre belle et vieille France, cela n'existe pas. Et à l'heure où je parle, des avocats sont incarcérés dans des pays pas très éloignés simplement parce qu'ils font leur travail d'avocat. Des justiciables sont effectivement incarcérés, et parfois bien pire, simplement pour ce qu'ils pensent et pas pour ce qu'ils ont fait. Donc cette notion et qui est le paravent? Qui est-ce qui effectivement sera l'armure? Qui est-ce qui va prendre la parole contre ça? Ça sera toujours l'avocat, en quelque pays que ce soit. Bon nombre d'ailleurs d'avocats le payent de leur vie. Bon nombre d'avocats le payent de leur liberté. Simplement par cette conscience dont je parlais tout à l'heure, qui est évidemment au cœur même du serment que nous prêtons. Procès équitable, qui se décline ensuite par un certain nombre de choses qui sont des ajouts à notre droit. Le droit au silence, par exemple. Le droit au silence qui a été transposé très récemment, en 2014 seulement, dans notre droit positif, venant d'une directive européenne de 2012. Vous avez le droit de vous taire. Tout le monde a le droit de se taire. Le pire des salauds a le droit de se taire. L'homme indéfendable a le droit de se taire. Sans être abreuvé de qualificatifs, j'y reviendrai, sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes de télévision en continu. C'est un droit. C'est un droit. Le droit de se taire. Comme le droit d'être assisté à tous les stades de la procédure, ce qui est récent également dans notre droit positif, comme vous le savez, c'est la présence de l'avocat à tous les stades de la procédure, notamment au niveau de la garde à vue, mais également la présence de l'avocat dans tout le contentieux de la détention, alors que l'avocat en était exclu. Donc les droits gagnent du terrain, heureusement. Et je crois qu'il faut également le souligner, c'est également le droit d'être assisté, comme je le disais, à tous les stades de la procédure. Avec cette précision que vous ignorez peut-être, si vous l'ignorez, vous ne l'ignorerez plus, d'où l'importance de l'avocat. Est-ce que vous savez que devant une cour d'assises ne peut pas juger un homme, une femme, un justiciable, s'il n'est pas assisté d'un avocat. Pour être jugé devant le tribunal correctionnel sans avocat, vous ne pourrez jamais être jugé devant une cour d'assises si l'avocat n'est pas présent. Sans avocat, pas de procès d'assises. Ça, c'est l'état du droit. L'état du droit positif, et je pense qu'effectivement, il y a de belles avancées qui existent dans ce domaine et que je veux ici saluer. Revenons donc à notre sujet et à cette conscience.
Je le disais tout à l'heure, la conscience, c'est le pouvoir de dire non. Là encore, je voudrais m'arrêter quelques instants, parce que qu'est-ce qui va faire que vous dites non? On m'a souvent demandé, puisqu'on rappelait que j'ai effectivement eu l'honneur de participer aux 3 grands procès de crimes contre l'humanité que notre pays a connus après-guerre, je disais, auriez-vous défendu Klaus Barbie? La première question qui était à se poser, c'est est-ce que Barbie m'aurait demandé de le défendre? Mais il faut mettre les choses dans le bon ordre, parce que je le dis pour Barbie, ça vous fait sourire évidemment, mais c'est vrai pour tout. La première question, vous savez, on a aussi des règles déontologiques, même si malheureusement il arrive plus souvent qu'à son tour qu'elles ne soient pas nécessairement respectées. Mais on me pose souvent la question, mais comment un tel, pourquoi est-ce que Benzema est venu vous voir? Mais ça vous regarde pourquoi Benzema est venu vous voir? Le secret de la relation entre l'avocat et son client a commencé d'ailleurs par ça. Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Enfin, on ne rentre pas dans les salles de bain ou dans les toilettes, je suis désolé. On est à ce niveau-là pour moi. On est dans l'intimité totale lorsque un homme, une femme, un justiciable, confie ses intérêts à un avocat, il lui confie sa vie. Alors on peut dire qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Non, pas pour les gens qu'on reçoit. Et très souvent, on me dit encore aujourd'hui, j'ai pas voulu vous déranger parce que je sais que vous êtes occupé par un dossier plus important. Mais aucun avocat ne peut entendre ça. Il n'y a pas de dossier plus important. Le dossier le plus important, c'est celui de la personne qui vous le confie. Et à l'instant où vous en occupez, vous ne pensez pas à d'autres dossiers. Donc, cette notion de conscience, encore une fois, est une notion qui, d'abord, est tout à fait élastique. On n'a pas tous la même conscience, heureusement, parce qu'on n'est pas tous faits de la même façon. Il y a plein... N'oubliez jamais que sous la robe, ou derrière la robe, que ça soit une robe de magistrat ou une robe d'avocat, il y a d'abord un homme ou une femme. Je suis très gêné maintenant, parce que moi, quand j'emploie le terme homme, généralement, c'est au terme générique, mais depuis que j'ai appris récemment qu'il existait le terme de féminicide, j'avoue que... Voilà. J'ai un problème. Voilà. J'ai appris aujourd'hui qu'il existait des féminicides qui sont très différents de l'homicide, bien évidemment. Donc on a effectivement des consciences qui sont des consciences qui ne sont pas égales. Et je vais vous dire, sans que nous soyons pour autant totalement schizophrènes, dans la vie d'un homme, et je peux aujourd'hui vous en parler avec un petit recul, la conscience n'est pas toujours la même. Et là encore, je vais vous donner un exemple. Au début de ma carrière, avant de créer un cabinet plutôt un cabinet de droit des affaires, j'ai fait beaucoup de pénal. Et comme tout pénaliste de cette époque, c'était la fin du gang des Lyonnais, il y a beaucoup d'affaires de proxénétisme, et puis les premières affaires de mœurs, dont on ne parlait pas à l'époque. La pédophilie, ça n'existait pas. À cette époque-là, il n'y avait pas de pédophile, ça n'existait pas. Il n'y avait pas non plus de relation entre père, enfant, tout ça, ça n'existait pas. Ça n'existait pas pour quelle raison? Parce qu'on n'en parlait pas. Il était noir dessus, pas de problème. Mais les premières affaires de mœurs, et je me souviens d'un dossier en particulier, qui était un dossier horrible, parce que ces affaires sont toujours horribles, d'un père qui s'était livré à des actes sur ses filles. Voilà. Et donc je pense qu'il n'est pas absolument nécessaire que je donne ici le détail. Et j'ai ce souvenir particulier, j'étais donc un jeune avocat, et très souvent ça va de pair, comme j'étais un jeune avocat, j'étais aussi un jeune papa. Et je me souviens, ayant été plongé dans ce dossier, d'être rentré le soir chez moi, et comme cela m'arrivait à cette époque, et cela vous arrivera, j'ai donné le bain à mes filles. Rien de bien extraordinaire dans la vie d'un jeune papa. Et pendant ce moment qui doit être un moment heureux, j'ai subitement été bloqué. Les images du dossier me jaillissaient dans ma mémoire, j'étais tétanisé, et j'ai appelé ma femme en lui demandant de prendre ma suite. Alors ça peut paraître absurde, et là encore, c'est aussi la conscience. C'est aussi la conscience de l'avocat, parce que
là c'est le père qu'on est allé titiller, mais le fait générateur c'était l'avocat. Et j'en ai tiré des conclusions. Je ne suis plus jamais intervenu dans ces dossiers. Jamais, je ne pouvais pas. Et je l'ai dit, et certains me le reprochent aujourd'hui, en disant, mais Jacques Hurwitz a déclaré au journal Le Monde à telle époque qu'il ne... C'est vrai, je ne renie absolument pas ça. Il se trouve que je ne suis plus un jeune papa et qu'il y a quelques années que je ne donne plus le bain à mes filles. Et qu'effectivement, ma conscience, ce qui ne veut pas dire, comprenez-le bien, que je tolère cela. Cela ne veut pas dire que j'ai une empathie pour l'ordure qui est capable de commettre ce type de fait. Faites la part des choses. Ça veut dire simplement que dans mon cheminement personnel d'homme, la perception des choses, elle n'est pas plus grave ou moins grave, elle est autre. Et je n'ai plus, aujourd'hui, je peux raisonner dans ce type de dossier uniquement professionnel, sur le dossier. Ce dont j'étais incapable, il y a plus de 30 ans, il y a une trentaine d'années, ou plus que ça, parce qu'effectivement, ça venait toucher mon intimité. Et je veux que vous intégriez cette notion absolument essentielle de... On n'est pas univoque. La vie fait évoluer aussi la conscience de l'avocat. Alors, progressant dans notre rencontre et dans le... Je ne vais pas éluder les questions de fond sur ce caractère indéfendable. Qui décide que quelqu'un serait indéfendable? Moi, je parle d'un postulat qui est autre, mais admettons. Qui décide que quelqu'un est indéfendable? C'est qui quelqu'un indéfendable? Au nom de quoi serait-il indéfendable? Est-ce que c'est, comme malheureusement c'est le cas aujourd'hui, les réseaux sociaux qui décident qu'un tel est indéfendable parce que chacun aujourd'hui donne son avis sur tout, sans savoir, simplement dans l'air du temps, parce que les médias ont décidé de jeter l'opprobre sur, non pas sur un fait, mais sur un homme. Toute ressemblance avec un personnage existant ou ayant existé serait évidemment tout à fait fortuite. Petite précision d'ailleurs à votre attention, lorsque nous sommes convenus de cette rencontre d'aujourd'hui, il n'était pas question d'un certain dossier que beaucoup de gens ont à l'esprit, absolument pas. C'est un concours de circonstances qui fait que, effectivement, réponse d'ailleurs à tous ces imbéciles qui ont inondé nos réseaux sociaux respectifs de menaces et autres injures. Donc qui décide? Je pose la question de qui est indéfendable. Alors, là encore, je voudrais illustrer mon propos par mon expérience personnelle, et puisqu'il était question tout à l'heure des procès Barbie, Touvier, Papon, je voudrais en parler avec vous. Klaus Barbie, j'imagine que vous savez tous qui c'est. On a parlé tout à l'heure du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, que j'ai eu l'honneur de créer, que je vous invite à visiter si vous ne l'avez pas encore fait. Klaus Barbie, c'est tout simplement une ordure. Bon, et à son âme, ou pas d'ailleurs, s'il en a une. Ce type est un homme sanguinaire. Je vous renvoie, je ne sais pas si vous avez vu, François a diffusé un très beau reportage sur les témoignages du procès Barbie, de ces femmes qui torturaient. Ce type est couvert de sang et de mort. Cet homme sciemment a envoyé, comme vous le savez, des enfants à la mort, des bambins. Ce type est suivant la définition que l'on voudra bien accorder au terme, absolument indéfendable. Mais fort heureusement, il a été défendu. Et j'étais le premier, avec d'autres évidemment, à l'époque j'étais un jeune avocat, à vouloir qu'il soit défendu. C'est l'honneur d'un État de droit et d'une démocratie, de donner au pire des bourreaux les droits qu'il n'a pas donnés à ses victimes. Quelle serait la société où on dirait, on a même pensé, ce procès est en 1987, juste 30 ans, certains voulaient rétablir la peine de mort, qui avait été abrogée quelques années plus tôt. Rétablir la peine de mort pour l'ordure, le salaud.
négation même de l'état de droit. Il a été défendu. Et là, c'est intéressant au niveau de la clause de conscience. Là, on est sur des procès très particuliers. Il n'y en a pas tous les jours. Alors, pour ça, franchement, ce n'est pas une spécialité du cabinet que le crime contre l'humanité, en fait. Puis je peux vous dire que ça ne nourrit pas son homme, le crime contre l'humanité. Mais une fois que j'ai dit ça, qui va défendre ce genre d'homme? Là, on est sur des procès au sens très large, qui sont des procès politiques. On peut faire d'ailleurs l'analogie avec un certain nombre de procès de nationalistes, notamment de nationalistes corses, où on va avoir des avocats. Le choix de l'avocat n'est pas indifférent. Ces gens prennent des avocats, et c'est toute la nuance importante qu'on va voir plus tard. Qu'est-ce qu'on défend? On défend une cause ou on défend un homme? On défend une cause et un homme, ou on défend un homme ou une cause? Et le procès Barbie est, à cet égard, totalement emblématique. Vous avez tous entendu parler de Jacques Vergès, qui est l'initiateur, l'instigateur, l'inventeur d'une défense particulière, qu'il a qualifiée de défense de rupture. En quoi consiste la défense de rupture? Qui est une défense politique, qu'il avait d'ailleurs instaurée à un moment ô combien légitime et avec beaucoup de succès, et il faut lui rendre cet honneur, qui était au moment de la guerre d'Algérie, où il défendait effectivement des gens qui étaient poursuivis de façon ignoble, et où effectivement il contestait politiquement les chefs d'accusation des gens qu'il défendait à cette occasion. Seulement le problème, c'est qu'il a réitéré là, des années plus tard, dans cette défense de rupture, qui consiste en fait à contester au juge la légitimité même qui est la sienne. Qui êtes-vous pour juger mon client alors que vous avez commis ça, alors que vous avez commis des atrocités en Algérie, vous avez dans les pays colonisés, etc. Donc je vous dénie, à vous, juge français, juré français, je vous dénie le droit de juger mon client. Défense risquée, ce qu'il en est. Je ne connais pas un exemple de défense de rupture, d'un procès dans lequel la défense de rupture a été utilisée, où l'accusé n'a pas pris le maximum de la peine. C'est un luxe, pardon, qu'un avocat, bon. Il y avait une autre défense possible pour Klaus Barbie. Tout salaud qu'il était. Il y a une part d'humanité en tout homme. En tout homme. La particularité de ce procès Barbie, comme vous le savez peut-être, ou sans doute, c'est que précisément, Jacques Vergès n'a pas défendu l'homme. Donc il n'y a pas de problème de conscience là. Il a défendu une cause. Sa cause. À telle enseigne d'ailleurs, ce que je dis est grave, mais je l'ai déjà dit ailleurs, donc j'en assume pleinement la responsabilité. À telle enseigne d'ailleurs que son client ne venait même plus au procès, comme vous le savez. Il ne vient pas au procès. C'est pas ça le sujet. C'est décalé totalement. Et lorsqu'il a plaidé pendant 2 jours, tout ça, et vous pouvez le voir sur Internet, il y a des CD-ROM sur le sujet, pas parler de son client, parler de la cause qu'il a défendue. Et pour lui, évidemment, il ne fallait pas lui parler de cause indéfendable. Il n'y avait pas de cause indéfendable, et je dois rendre à César ce qui lui appartient. Quand tout à l'heure, j'ai dit ce sont les gens les plus indéfendables qui ont le plus besoin d'être défendus, je ne vous ai pas cité la source, c'est Jacques Vergès. Et en cela, évidemment, je le rejoins totalement. C'est les moyens sur lesquels, évidemment, je ne suis pas d'accord, parce que pour moi, ce n'est pas être avocat. Bien sûr qu'on peut défendre une cause. Je faisais allusion tout à l'heure à cette période au cours de laquelle cette belle université avait été salie par des négationnistes. J'ai plaidé ces dossiers contre les négationnistes. Il y avait un avocat qui s'appelait Delcroix, qu'évidemment on appelait Delcroix-Gamay, évidemment, qui était, pour qui cette question était son combat à lui. D'ailleurs, il avait commis un ouvrage pour lequel il a lui-même été condamné pénalement. Donc, et je voudrais d'ailleurs, à cet égard, puisqu'on va en parler tout à l'heure de Dupond-Moretti, parce qu'on ne peut pas parler de ce type de dossier sans parler de Dupond-Moretti, Dupond-Moretti dit « Moi, je peux parfaitement défendre un négationniste, j'ai aucun problème avec ça, à une condition. Qu'il ne me demande pas de plaider que les chambres à gaz n'ont pas existé. » Oui, t'es gentil, Coco, mais tu crois qu'il va te demander de le défendre dans ces cas-là? C'est bien toute la contradiction de la chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans la défense politique, on rentre dans la défense politique. Et là, la question, encore une fois, pour le pire des assassins sera effectivement parfaitement légitimé dans la cause avant d'être sur l'autre.
par un certain nombre d'avocats qui accomplissent également leur rôle d'avocat. Je fais simplement, moi, une petite différence entre l'avocat militant que je suis, les droits de l'homme, du combat antiraciste, qui met sa robe au service d'une cause, avec ce que j'appelle le militant avocat qui inverse les choses. C'est-à-dire que moi, très clairement, lorsque je plaide ce type de dossier, je reste avant tout avocat. Mes règles éthiques, mes règles déontologiques, les règles qui régissent ma profession seront toujours prioritaires sur toute autre considération. Pour ce type d'avocat, ce n'est pas le cas. La déontologie et toutes ces règles que j'ai rappelées tout à l'heure sont peu importantes. Ce qui compte, c'est la cause qui est défendue. Mais là encore, je vois bien les limites d'abord de la conscience et du caractère défendable ou indéfendable d'une cause. Je peux poursuivre plus rapidement sur les deux autres procès, celui de Touvier et celui de Papon, parce que c'est assez intéressant. Dans le procès Touvier, qu'on connaît moins, Paul Touvier était un milicien, un authentique salaud à l'égard duquel personne n'a la moindre empathie, ça c'est clair. Il avait un avocat excellent au demeurant qui s'appelle Jacques Trémollet de Villers, qui était vraiment un militant politique. Lui, il vivait, et il vit toujours, dans la nostalgie du régime de Vichy. Donc, c'est très clair. Défendant Paul Touvier, c'est la réhabilitation du régime. Il n'a pas de problème de conscience. Il n'a pas de problème de conscience. Pour lui, la France, c'est Pétain. Et Pétain, c'est la France, comme on avait coutume de le dire, à une triste époque. Et c'est son combat, et combat qu'il a défendu avec un talent qui force l'admiration. À telle enseigne d'ailleurs, vous n'étiez pour la plupart pas né, ou en tout cas très jeune, mais à telle enseigne qu'il a réussi à convaincre la chambre d'accusation, puisqu'à l'époque on ne disait pas la chambre de l'instruction, mais la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, qui avait rendu un non-lieu dans ce dossier. Et un non-lieu épousant totalement les thèses que Trémollet de Villers développait pour une raison très simple, c'est que les conseillers à la Cour qui ont rendu cette décision et qui ensuite ont été démasqués étaient eux-mêmes des nostalgiques de Pétain. On vit dans un état de droit. Il y a une cour de cassation. La cour de cassation a cassé. Ensuite, le procès a été possible. Mais tout ça pour vous dire qu'on est là encore sur une défense où il n'y a absolument aucun problème de conscience. Paul Touvier est, suivant les règles morales, mais fort heureusement, morale et justice ne font pas bon ménage. Je ne veux pas dire que la justice est exemptée de morale, mais on ne juge pas sur des bases de morale. Si on jugeait sur des bases de morale, effectivement, Paul Touvier est indéfendable. Pour moi, il est indéfendable, au sens premier du terme, dans mes références. Mais je me battrai pour qu'il soit défendu, et qu'il soit bien défendu. Comme disait Jacques Vergès, le pire des salauds doit être le mieux défendu. Le cas, pardon, je suis peut-être déjà hors délai, mais j'ai pas fini, hein, j'ai encore un peu de temps. Allez-y. Oui, de Papon, c'est tout à fait autre chose, puisque comme vous le savez, Maurice Papon est un haut fonctionnaire, son avocat est Jean-Marc Varro. Bon, ça ne vous parle pas, mais c'est une autre classe, si vous me permettez. Totalement convaincu également de la justice de ce combat, et là encore une vision de la France qui est une vision complètement anachronique, considérant que Papon, qui a donné des instructions absolument terribles, ne faisait qu'obéir à des ordres, etc. Et là encore, il n'y a pas de problème de conscience. Aucun problème de conscience. Alors, je ne veux pas non plus donner l'impression d'éluder ce pourquoi beaucoup d'entre vous sont venus, pas pour que je vous parle des procès politiques, mais que je vous parle des vrais salauds, hein, des vrais monstres, ceux de l'actualité. Ceux qui sont aujourd'hui indéfendables, parce que finalement, on est dans un inversement des valeurs tel qu'aujourd'hui, personne ne s'émouvra qu'on aille défendre un nazi ou un raciste patenté. Bon, tout le monde s'en fout. Par contre, et je le comprends, dès qu'on va attenter à l'intégrité physique d'un enfant, violences faites aux femmes, etc., c'est ça aujourd'hui les monstres. Et il suffit de voir l'activité criminelle de ces dernières années. Je parle de Guy Georges, d'Émile Louis, de Francis Holm, de Thierry Paulin et autres, les serial killers. Ceux-là sont indéfendables si vous allez sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas être défendus. Et là, on est effectivement, je pense que vous avez compris,
au cœur du sujet. Alors, je ne veux pas éluder cette question. Je ne veux pas la raccrocher à un dossier dont je m'occupe en particulier, mais je ne veux pas éluder cette question, parce que dans la clause de conscience, pose problème. Vous savez, quand on vous demande, et ne demandez pas par qui et par quoi, parce que je vous ne répondrai pas, vous êtes sollicité pour défendre quelqu'un qui est accusé, aujourd'hui, oui, il faut bien dire, du pire des crimes. Supposé. Attenter à la vie d'un enfant. D'ailleurs, à ce sujet, pardon de faire un tout petit retour en arrière à propos de vie d'un enfant. Vous m'en voudrez pas, mais je voulais vous en parler aussi dans les différentes sortes d'avocats. Parce que, je vous ai parlé des avocats qui épousaient les causes, des avocats qui défendaient que les hommes. Je voudrais citer notamment Franck Berton, dont là c'est votre actualité, dans Salah Abdeslam, ce terroriste qui est impliqué dans ces attentats terrifiants de Paris, 2015, 130 morts. Lui a bien fixé la limite. Il dit, moi je défends le monstre, mais je fixe les limites de cette défense. Et à partir du moment où le contrat n'a pas été respecté, Franck Berton s'est retiré de la défense de Salah Abdeslam. Vous pouvez dans l'actualité également, toujours Dupond-Moretti, voir la limite de l'exercice. Je défends le frère de Mera, mais je ne veux pas épouser sa cause. Regardez où ça l'a amené, si vous voulez voir les choses objectivement. Ça l'a amené à défendre la cause, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On ne rentre pas dans ce type de dossier sans prendre ce risque-là d'être happé par la cause, et pas seulement par l'homme. Et puisque je parlais de l'abolition de la peine de mort, vous n'étiez pas né, c'est en 1976, la mort d'un enfant qui a 7 ans. Cette affaire était absolument terrible. C'est celle qui avait amené un présentateur de télévision de l'époque, qui s'appelait Roger Giquel, à ouvrir le journal télévisé en disant « La France a peur ». Regardez là, vous le trouverez toujours sur... C'est un moment d'histoire. La France a peur. Ce petit garçon avait été assassiné, absolument horrible, il avait 7 ans, et l'auteur de ces faits avait été identifié, c'est Patrick Henry, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, puisqu'il est décédé. Et un homme s'est levé pour le défendre, il s'appelle Robert Badinter. Et là, on est dans le contre-exemple. Parce que Robert Badinter, comme quoi, vous voyez que rien n'est univoque. Robert Badinter, très honnêtement, et j'en ai parlé à de nombreuses reprises avec lui, l'homme était totalement insignifiant. Patrick Henry, franchement, Robert Badinter, il ne serait pas levé pour défendre Patrick Henry. Non, il a défendu une cause. Comme quoi, vous voyez la subjectivité de la cause. Pour moi, c'est vous demander la plus belle cause qui soit, celle qui consistait à se lever contre l'avis quasi unanime, enfin en tout cas très majoritaire en France, qui était contre l'abolition de la peine de mort et qui va obtenir cette abolition de la peine de mort, et qui, mieux que ça, va faire accepter l'abolition de la peine de mort. Et là, vous avez effectivement un avocat qui se lève, et qui est, et vous pouvez me l'opposer, c'est pour ça que je préfère le faire moi-même, vous dire, regardez la subjectivité de la chose. L'avocat ne défend pas une cause, il défend un homme. Ben là, vous avez le meilleur d'entre nous, qui lui ne se lève pas pour un homme, mais qui se lève pour une cause. Cause que certains, encore aujourd'hui, considèrent totalement illégitime. Totalement illégitime. Et qui considèrent que Robert Badinter a souillé l'histoire de France en étant l'artisan de la suppression de la peine de mort. Mais revenons à notre sujet de ces salauds. Salauds désignés par qui? Par, encore une fois, la vulgate populaire. Les réseaux sociaux, par les chaînes de télévision en continu, on pourra peut-être parler, si ça vous intéresse, du rôle de la presse dans tout cela. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un avocat quand on lui demande ce type de défense? Vous croyez que, je vous fais, puisqu'on est entre nous, mais que je suis sûr que ce qui se dit ici ne sortira pas d'ici. Je suis convaincu, évidemment. On a beaucoup demandé dans la presse, vous savez que j'ai refusé de m'exprimer sur ces sujets, mais vous n'êtes pas journaliste. Vous croyez vraiment qu'un avocat digne de ce nom, il est insensible à ce que vit une famille? Vous croyez vraiment que quand on demande à un avocat, en l'occurrence il se trouve que c'est moi, mais peut-être quelqu'un d'autre, qu'une enfant a disparu, vous croyez qu'on s'en fout? Ce qui compte,
demandé aux confidences lorsque j'étais interpellé par le fait de savoir si j'allais ou pas accepter ce dossier. Comme m'indiqué, je ne suis pas seul dans mon cabinet, j'en ai parlé. Moi, mon associé, Alexandre Pombin, qui est ici présent, j'en ai parlé à l'ensemble des associés. Il se trouve que l'une de ces petites filles, à qui je donnais le bain il y a quelques années, est aujourd'hui non seulement avocate, mais associée au cabinet. Et elle, sa réaction, hors réunion d'associés, dit je te rappelle que tu as une petite fille qui a le même âge. C'est vrai. Et vous croyez qu'un avocat est insensible à ce genre de choses, que ça ne rentre pas en ligne de compte? Bien sûr que ça rentre en ligne de compte. D'où d'ailleurs, pour vous donner cette explication que je refuse de donner ailleurs, mais à vous, alors que je peux vous la donner, d'où précisément mon silence. Toute prise de parole, à moins qu'elle ait été provoquée, dans les deux occurrences dans lesquelles j'ai estimé non seulement pouvoir, mais devoir prendre la parole, pour rétablir un certain nombre de réalités, c'était simplement des marques de respect à l'égard des familles. Qu'est-ce que vous voulez dire à une famille qui recherche un enfant et dont la justice s'arroge d'ailleurs le droit de dire qu'elle est morte alors que personne ne le sait? Alors, je dis que je n'évoquerai pas cette affaire, je le fais parce que je sais que dans votre esprit elle est évidemment présente et c'est tout à fait naturel. Mais ça aussi, c'est mon serment. Il n'y a pas seulement la conscience dans le serment que je vous ai rappelé tout à l'heure. Il y a également un certain nombre de références qui sont celles notamment de loyauté, d'honneur, de délicatesse, de modération, de courtoisie, j'allais dire, en un mot commençant, de respect. Et une défense qui n'est pas respectueuse ne peut pas être une bonne défense. Donc, je veux dire que, déjà, encore une fois, ce n'est pas une plaidoirie pro domo que je fais ici. Je ne me légitime pas, je me justifie encore moins, je ne m'explique même pas, je vous explique le cheminement complexe qui peut conduire effectivement à quelle est la règle qu'on se fixe dans ce cas-là. Je ne connais pas un avocat qui défendra la cause d'un tueur d'enfants. A priori, ça n'existe pas. Donc effectivement, on s'attache à l'homme. Et je disais tout à l'heure, et ça c'est incroyable, c'est évidemment la part d'humanité qui existe en tout cas. Vous savez, avant d'arriver devant une cour d'assises, il y a des mois qui s'écoulent, des années qui s'écoulent. Et il y a ce curieux, ces moments curieux de la rencontre. Quand vous rencontrez un client, un accusé, un prévenu dans une maison d'arrêt, vous ne savez pas qui vous l'avez trouvé. Vous ne savez pas qui il est. Bien sûr qu'il peut y avoir, surtout dans des affaires très complexes, avec peut-être des problèmes psychiatriques, psychologiques qui peuvent se poser, une part d'instrumentalisation. Et c'est vrai qu'il faut une certaine expérience pour un avocat, pour prendre la mesure du risque d'être instrumentalisé. Ça existe aussi. Je ne dis pas que c'est le cas en l'espèce, mais évidemment qu'on se pose toujours la question. Comme cette question récurrente, défendre l'indéfendable, ça veut dire mais comment un avocat peut défendre quelqu'un qui... Oui, d'abord, est-ce que ce quelqu'un a... On parlait tout à l'heure de la présomption d'innocence. Aujourd'hui, si je suis aujourd'hui en guerre contre un certain nombre de médias, c'est parce qu'aujourd'hui, avec la force de frappe terrifiante qui est la leur, 365 jours par an, 24 heures sur 24, qui sont capables de marteler dans la tête, et je ne parle pas forcément de ce dossier ou d'autres, de marteler la culpabilité d'un homme. Ensuite, on a un tirage au sort, des mois plus tard, devant une cour d'assises, de ces gens qui ont été devant les chaînes de télévision. À qui, pendant des mois et des années, on a rentré dans la tête de façon... C'est un procès équitable. Moi, je vous le dis, la France sera condamnée pour avoir... Et elle l'a déjà été. Parce que ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État, l'État est également responsable des médias qui, effectivement, se répandent. Et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est claire sur le procès équitable. À partir du moment où les jurés sont conditionnés des mois à l'avance, etc., c'est la négation même de la justice. La négation même de la justice. Et on ne peut pas accepter ça.
Donc, de la même façon, coupable ou pas coupable, c'est pas la question qu'un avocat normalement constitué se pose. Ou alors, il a le droit de se poser cette question, mais en disant, conscience, je prends pas. Imaginez le cas de l'avocat qui vous dirait, moi je ne défends que des innocents. C'est notre rêve à tous, hein. Je ne défends que des innocents. Mais qu'est-ce qui se passe si, à un moment, dans le dossier, alors qu'il est convaincu d'innocence, la preuve de la culpabilité apparaît? On a quelques exemples assez récents. Qu'est-ce qu'on fait? On va se répandre devant les clients en disant le dossier est absolument accablant pour mon client. Ou alors, mieux ou pire, ah ben je croyais qu'il était innocent, alors il ne l'est pas, je me retire. Vous imaginez à l'audience? Comme déclaration de culpabilité de votre client, il n'y a pas mieux. Non, évidemment, tout cela n'est pas possible. Simplement, la conscience de l'avocat va l'amener à autre chose. De considérer que tout accusé est défendable, évidemment, mais que pour autant, on ne peut pas nécessairement soutenir l'insoutenable. Et c'est là la limite de l'avocat. Et c'est ça la conscience qui va être la sienne. Et c'est là qu'évidemment, dans certaines circonstances, là aussi, on se pose la question, est-ce que c'est le rôle d'un avocat de faire avouer son client? On marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête. Et notamment, pour reprendre mon cas personnel, aujourd'hui, ce qui m'est reproché, c'est de ne pas faire avouer mon client. Il vous dit que c'est pas lui. Pas utiliser la gégène ou ce que je veux vous transmettre comme message, vraiment, c'est de remettre les choses dans le bon ordre, quoi. Dans le bon ordre. Et d'abord de savoir à quoi sert un avocat. À quoi sert un avocat? Et je vais terminer là-dessus. Un avocat, ça ne plaide pas sur les réseaux sociaux. Un avocat, ça ne plaide pas devant les journaux télévisés. Ça ne plaide pas sur les plateaux de télévision. Il a dans un état de droit un seul interlocuteur qui est le juge. Et si on ramenait notre justice à ces principes fondateurs qui sont complètement dévoyés dans l'actualité, et je veux finir là où j'ai commencé, et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes concernés. Vous n'êtes pas seulement concernés parce que vous êtes des étudiants en droit, vous êtes concernés parce que vous êtes des citoyens. Et puis je vais vous dire mieux, ou pire, parce que vous n'êtes pas à l'abri, même comme citoyen. Vous n'êtes pas à l'abri d'être un jour confronté à la justice. Et la justice, c'est comme la médecine. Les gens qui pensent que les accidents et les maladies, c'est pour les autres, sont mal barrés. Mais la justice, c'est exactement pareil. Aucun d'entre vous ne peut dire qu'un jour, il ne sera pas confronté à ce genre de choses. Et je vais vous dire que ce jour-là, une espèce de taré qui m'inonde aujourd'hui de menaces, etc., ils sont bien contents de trouver un avocat. Et ils sont bien contents de pouvoir profiter de l'état de droit et des pouvoirs et des droits qui leur sont conférés. Je vais vous donner l'exemple, terminé là-dessus, de Patrick Henry. Et Patrick Henry, c'est donc cet homme qui a été déclaré coupable d'avoir tué un enfant de 7 ans dans des conditions absolument effroyables. Cet homme qui a été défendu par Robert Badinter et qui a échappé à la peine de mort, qui a été condamné à la peine de mort. Je me rappelle petit peu. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à cette époque, on est en 1976, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait même pas de fax. Il y avait une Minitel. Il se trouve que ce procès a eu lieu à Troyes, dans la ville de Troyes. Quelques années plus tôt, il y avait eu une affaire du même type qui s'était produite. Un enfant qui avait été tué, et un procès aussi important que le procès de Patrick Henry. Comme au procès de Patrick Henry, les réseaux sociaux ils étaient remplacés par les manifestations qui avaient lieu à l'extérieur des palais de justice, avec des gens qui venaient crier « à mort, à mort, à mort », avec la bave qui leur coulait des lèvres, avec une haine terrible qui s'attaquait aux avocats eux-mêmes. J'espère que vous avez à l'esprit cette affaire de mon confrère Henri Leclerc, grand avocat s'il en est, qui à l'occasion d'une défense, celle de Richard Roman, là encore c'est une enfant qui a été tuée dans des conditions absolument effroyables,
au moment d'une reconstitution, Henri Leclerc a été agressé par la foule. Vous trouvez les images sur Internet, il était en sang, parce qu'il défendait le salaud qui avait tué cet enfant. Il sera acquitté, le salaud qui a tué cet enfant. Les blessures d'Henri Leclerc, elles restent. Ce que je voulais vous dire à propos de Patrick Henry et de ses antécédents, c'est quelques années plus tôt, dans la foule, on a des images, dans la foule qui hurlait à mort, avec cette bague et cette haine, il y avait Patrick Henry. Merci.